Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Une semaine sur deux, le Podcapsuleur reprend la route pour aller à la rencontre des brasseries françaises. Dans chaque épisode, je vous emmène à découvrir des hommes et des femmes au parcours de vie extrêmement variés qui un beau jour ont décidé de faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, chaque histoire est singulière, ce qui reflète bien la grande diversité du milieu brassicole. Saison 7, épisode 6, Baptiste Dufossé, Joseph Timmermans, Brickhouse à Fretin, près de Lille. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Nord à la découverte d'une brasserie improbable. Son succès attire les critiques et attise les jalousies autant qu'il suscite l'admiration. Brickhouse est né quelques jours avant le début du Covid et a connu tous les confinements, la joie des fermetures administratives et autres freins à la distribution. Mais ses fondateurs ont su mettre la période à profit et n'ont cessé de développer l'entreprise, n'hésitant pas à changer le cap initial en accélérant certains projets, en prenant des risques. Reprenant les codes de la Startup Nation, Brickhouse a réussi en 3 ans à peine à lever plusieurs millions d'euros pour financer son développement qu'elle veut galopant en ouvrant des taprooms dans son fief du Nord, mais aussi à Bordeaux en attendant Paris ou Reims. À la fin de l'année, Brickhouse devrait compter autour de 300 salariés et les fondateurs ne comptent pas en rester là. Bonjour, moi c'est Joseph Timmermans. Je m'occupe aujourd'hui de la RSE chez Brickhouse. Bonjour, moi c'est Baptiste Dufossé. Joseph ne l'a pas dit, mais on est tous les deux cofondateurs de Brickhouse. Et moi j'en suis aujourd'hui l'humble CEO ou DG. Voilà. Donc je gère la boîte. Baptiste, Brickhouse, c'est une jeune brasserie, mais en même temps c'est déjà une belle aventure. L'histoire commence en début 2020, juste avant le Covid, juste avant le premier confinement. Il n'y avait rien pour réussir, quoi. Ouais, non mais c'est vrai, t'as raison. Au-delà de ça, commence début 2020 pour le public, mais elle commence plutôt début 2018 où on ne se connaît pas encore avec Joseph. On a tous les deux une envie de créer une brasserie. Et puis voilà, moi je cherche un brasseur, lui il cherche un petit gars qui sait vendre de la bière. Et en fait, on réfléchit, on mûrit le projet pendant 2018, on quitte nos boulots fin 2018, on bosse tout 2019 sur le projet, on trouve le site, Joseph fait les bières, moi je fais les travaux. On décide d'en faire une taproom en plus sur place. C'est-à-dire que sur le lieu de la brasserie, on se dit il faut en faire une taproom parce qu'il n'y en a encore pas assez en France et il y a un truc à faire. Et puis en fait, on mise sur cette dualité de business en même temps, même si à la base on est bien brasseur. Et on pensait pas du tout d'ailleurs que la partie taproom allait prendre autant d'ampleur. Bref, et on lance en effet Brickhouse le 4 mars 2020 avec le même jour le lancement de la bière, la marque de bière, et le lancement de la taproom. Si on voit le verre à moitié vide entre guillemets, on se dit que c'est pas le meilleur de timing. Nous, on aime plutôt se dire qu'on a vécu une adrénaline qu'on n'oubliera jamais pendant 10 jours, parce que tout d'un coup, on a eu un monde de dingue chez nous, on a eu un nombre de clients et de demandes de bière. Moi, je passais mes journées à livrer des clients, de 8h à 18h, et puis à 18h, aller à la taproom, et voilà, et en fait... En 10 jours, on explosait compteur. Donc oui, on doit fermer, c'est dur, mais on pense que c'est l'histoire de quelques semaines d'ailleurs. Et puis en fait, on en tire profit, on se dit ce qu'on a entre les mains, c'est formidable. En 10 jours, on sait que ça va fonctionner. Moi, je connaissais bien le métier parce que je travaillais chez AB InBev avant, donc je voyais bien le marché qui était atomisé et il y avait beaucoup de risques dans ce projet. Donc voilà, on se tape, on a fait 3 mois de confinement. Et on décide de les mettre à profit. Joseph brasse, il s'arrête pas de brasser, parce qu'en fait, au bout de 10 jours, on était en rupture, donc nous, finalement, on était bien contents que ça se ferme, rien que pour ça. Et puis moi, je dis à Joseph, écoute, Jo, ça cartonne ce truc, il faut qu'on trouve d'autres sites. J'ai des idées qui mûrissent, je regarde des locaux autour dans l'agglo lilloise, parce qu'on est lillois, hein. Et puis en même temps, je livre des particuliers la journée. Et puis en fait, on réouvre en juin, après avoir livré 1000 particuliers, et avec 2 sites en poche qu'on a trouvés pendant ces 3 mois-là. L'été est dantesque, l'été est monstrueux en ce moment. Et donc, on décide d'aller voir nos banquiers en septembre, après avoir fait des belles analyses sur les sites qu'on a trouvés, sur Lille intramuros, enfin Lille en plein centre de Lille, et puis Villeneuve d'Ascq, qui est de l'autre côté de l'agglo lilloise, du premier site, enfin la brasserie. Et en fait, le banquier nous dit banco, je vous suis. Donc on signe les sites et puis on monte les projets de taproom et puis on passe un an comme ça. En parallèle, on prend une énorme claque côté bière. Chaque mois, on fait 30% de volume en plus. On arrive peu à suivre. On embouteille à la mano. On se retrouve sur le Berry Christmas comme première bière le 1er décembre sur le calendrier de la vente Saveur Bière. Devoir envoyer 130 hectos qu'on embouteille à la main sur une soutireuse de 8 becs. Je vous raconte pas l'état des bières, qui est l'oxydation des bières, parce qu'on l'a appris qu'après. Mais quand les gens ont ouvert le premier, ils ont dit « Ah ouais, c'est chouette cette bière bien marron. » Bah ouais, en fait, on avait pris le risque de « Bon, écoute, en
tout cas, toujours est-il qu'on a une demande de plus en plus grandissante et en fait, on se dit avec Jo, non mais attends, on sous-estime tout depuis le début, ça va pas là. Est-ce qu'on prendrait pas un peu de recul et 9 mois après la création, on se dit, il nous faut une nouvelle brasserie. Alors pas maintenant parce qu'on sait que ça met du temps, mais tu vois, on tire l'Excel et puis on voit la croissance et puis on se dit, en fait, on a une 10 hectos qui est assez manuelle, qui est pas facile, qui nous a coûté très peu cher parce qu'on avait très peu de cash, mais en fait, qui est vraiment pas simple d'utilisation et qui est vite limité. Et puis on trouve le site de Fretin, et puis on passe 1 an à monter le projet. En parallèle, il y avait 2 taprooms qui étaient en travaux, et on ouvre le 1, qui est un estaminet bien du Nord, un peu futuriste, qui fait 500 mètres carrés, avec une nano-brasserie sur place, un petit système SS Brewtech super. Et on ouvre 1 mois et demi plus tard un énorme site de 800 mètres carrés, qui s'appelait le HTSM, qui s'appelle aujourd'hui le Heavy Brick, parce qu'on a renommé pour qu'il soit un peu plus compréhensible. On était un peu dans des délires quand on a choisi le nom. Et on ouvre ça janvier 2022, et 3 mois après, donc avril 2022, on emménage à la brasserie. Alors tu disais, Baptiste, que vous aviez été un petit peu dépassé par le projet. Le projet a changé, il a fallu le redéfinir. Donc une fois qu'on a ouvert ces 3 sites à Lille, en fait, on se dit, notre mission de marque, pour en revenir à ça, parce que c'est quand même ça un peu la genèse du projet, c'est d'être la marque de craft pour les 25-35 ans, pour ce qu'on appelle, dans un terme un peu marketing pompeux, la génération Y. Et voilà, et de référence, parce qu'en fait, on voit un marché du traditionnel sur la bière artisanale qui est très fort. On voit aussi un marché craft qui arrive, mais qui est soit de l'import, soit du local, mais qui n'est pas forcément le plus accessible, en tout cas, en termes de prix. Et c'est ce qu'on en voit avec beaucoup d'humilité. Et du coup, nous, on se dit, on veut faire le pont entre ça. On veut, c'est-à-dire une marque de craft un peu moins chère, dans laquelle on met un peu moins de houblon dans les bières, forcément, mais qui démocratise, tu vois, ce style-là, voilà, ces gens de 25-35. Et donc, pour faire cette mission-là, on fait des taprooms parce que ça nous permet d'implanter plus facilement la marque, ça nous permet de demain quand on arrive encore en distribution là ça y est depuis quelques mois, mais de beaucoup plus capitaliser, tu vois, sur la marque et d'être connu plus rapidement, d'avoir plus de monde sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est une dualité je trouve qu'on arrive de mieux en mieux à cerner, mais qui est réelle, tu vois. Et donc toujours est-il que après 3 sites à Lille, on se dit maintenant il faut sortir des terres lilloises, nous les ch'timis, ah ouais, et donc on trouve un super site à Bordeaux, un peu pour opportunisme. On cherche à chaque fois des gros sites. Et on trouve un super site à Quinconce, donc hyper centre de Bordeaux, et qui fait pareil 500 mètres carrés, avec pareil ce système SS Brewtech, super, avec une offre fou d'uniformes, un univers pop culture très fort sur les années 90, 2000, des trucs qui font sourire les gens, tu vois, dans lesquels on se reconnaît, nous, entre guillemets, 25-35. Et on a ouvert ça fin décembre 2022, et on est ravis. C'est de loin le site qui fonctionne le mieux. Les sites lillois fonctionnent très bien. Certains ont mis un peu plus de temps à arriver, tu vois, à ce qu'on voulait. Mais quand bien même, voilà, on est ravis, quoi. Enfin, on est arrivé au profil de rentabilité, de chiffre d'affaires qu'on avait mis sur le BP, voire plus. Tout dépend des sites, mais on est au moins, tu vois, à nos hypothèses moyennes. Et pour le coup, Bordeaux, on a explosé les compteurs. Et en fait, on se rend compte, Bordeaux nous met encore plus de confiance en Brickhouse parce qu'on se rend compte que, en fait, dans le Nord, c'est cool, Brickhouse. Et enfin, je dis ça avec énormément d'humilité, hein, mais en fait, dans les régions où il y a moins de bières et du coup moins de brasseurs, il y a un marché, il y a un truc qui est fort. Et en parallèle, en fait, ce qui est trop chouette, c'est qu'on a réussi à faire l'inauguration de Bordeaux en même temps que l'arrivée chez Monoprix. Et en fait, on a vu tout d'un coup des volumes de dingue qui sont sortis chez Monoprix. Et là, on arrive dans la vraie grande distribution, entre guillemets, avec plusieurs enseignes, avec Intermarché, avec Auchan. Et les volumes sont... Enfin, c'est assez dantesque. On a eu nos premiers camions qui sont sortis tout d'un coup. On se dit waouh. Et sur des commandes récurrentes, sans les taprooms de Lille, on n'aurait jamais eu ce projet de 40 hectos. Et en fait, notre vision, c'est... On est une marque de bière qui a trouvé un autre moyen que d'autres. On ne l'a pas inventé, hein, je veux dire, il y en a plein d'autres avant nous qui l'ont fait dans d'autres pays ou même en France. Mais avec cette petite différenciation un peu boostée sur la déco et très expérientielle pour mettre au service de la bière. Et aujourd'hui, on a du coup 4 taprooms, une brasserie, et on a 3 ouvertures qui sont en travaux. La prochaine, dans un peu plus d'1 mois, dans lequel on était tout à l'heure, à Paris, qui est un énorme site de 1200 mètres carrés. Ça va être monstrueux. Vraiment, on était, je pense, avec Jo, hyper fiers. Et en parallèle, on a un dernier site à Lille, assez dantesque, d'un point de vue architectural, assez impressionnant. Et Reims, qu'on ouvre ça début 2024, plus petite taproom. Donc comme ça, on aura mappé la ville du vin et la ville du champagne. Donc voilà, notre vision, c'est de consolider, de créer... Alors, j'aime pas ces termes très business, mais il y a quand même à un moment... Un truc à structurer pour gravir des échelons gentiment et ouvrir au gré des années prochaines des nouvelles taprooms qui en même temps nous permettent de déployer et de développer
le CHR et aussi la GMS. Parce que voilà, on fait quand même 80% de nos volumes en dehors de nos taprooms. De toi à moi, mon objectif, c'est plutôt que la bière soit ailleurs que dans nos taprooms. On se bat pour qu'elle soit accessible, on se bat pour qu'elle soit populaire, on se bat pour qu'on ne soit pas une brasserie entre guillemets de niche, et on se bat aussi pour que les gens comprennent bien qu'on n'est pas restaurateur. Enfin, on est devenu, oui, et ce serait mentir de dire qu'on ne sait pas restaurer les gens, mais on n'est pas restaurateur. On est véritablement brasseur, on a une culture très forte autour de la bière, on est tous les deux picousés par la bière avec Joe, on fait ça pour la marque de bière. Au-delà du discours bien rodé, il y a quand même quelques questions auxquelles il va falloir que tu répondes, Baptiste. Qu'est-ce qui peut expliquer, le succès aussi fulgurant de Brickhouse, parce que 2020, c'était quand même hier, et deux, comment ça se finance tout ça? Parce que ouvrir 4-5 taprooms à droite à gauche, des beaux établissements avec des sacrées capacités d'accueil, forcément, il faut de l'argent. Et comment la mayonnaise a pris? Écoute, franchement, je te dirais qu'il y a quand même une belle part de chance. C'est sûr qu'on a repris des codes de trucs qui existaient. Je suis un grand malade de Brewdog depuis 10 ans déjà. Enfin, avant même d'arriver chez InBev, tu vois, j'étais déjà James Watt, Martin Dickey, tu vois, les Business for Punks, je l'ai lu, je sais pas, 5, 6, 7 fois. Et je trouvais le modèle très chouette. Je trouvais qu'il manquait ça. Et je dis mais c'est nous avec Joe. Qu'il manquait ça, en France. Il y avait plein de super acteurs et qui faisaient de la super bière. Et d'ailleurs, notre grande frousse au début, c'était est-ce qu'on va réussir à faire des bières bonnes? Donc on a mis énormément de temps. Joe a passé 1 an dans son garage. Et ça, c'est vraiment pas un mythe, quoi. Il a vraiment passé 1 an dans son garage sur un Brewmaster 30 litres à faire 3 brassins par semaine avec 3 dry hopping différents par brassin pour tester. On avait un tasting toutes les 2 semaines avec un club de potes ou pas, de gens qui connaissaient la bière ou pas, tu vois, qui suivaient le projet pendant 1 an. Donc on a mis beaucoup de focus sur la qualité des bières. On avait repris les codes, tu vois, de la com avec un crowdfunding, on a passé beaucoup de temps à créer la marque. On a une super agence, on a pris la plus chère parce qu'on pensait que c'était la meilleure. Et en fait, il se trouve que franchement, je pense qu'on a pris la meilleure, qui est Nash & Young, donc j'en profite pour faire une petite dédicace. Et donc comme produit, le lieu est top. On a repris une ancienne friche qui est à 3-4 km de Lille. Son gros atout, c'est son parking de 500 places, c'est son jardin de 800 mètres carrés. Enfin, tu vois, il y avait des codes à un moment aussi où les gens avaient envie de sortir de chez eux. Et après, on a été très orienté réseaux sociaux. Le fait d'être deux et d'être assez spécialisé sur nos domaines avec Joe a fait que lui a pu passer beaucoup de temps sur le produit, quand moi je passais beaucoup de temps sur la partie commerciale et comme tu vois. Je pense qu'on a un besoin de bien faire. Moi, je suis un grand malade du détail et je suis un grand perfectionniste. Alors, j'apprends aussi. Tu peux être perfectionniste avec toi, mais tu peux pas non plus être intransigeant avec tout le monde. Toujours est-il que je pense que c'est un bon concours de circonstances. Je pense qu'on a trouvé les bons distributeurs dès le début, des bons acteurs qui nous ont permis de consolider sur la partie distributive, tu vois, en CHR. Et voilà, et je pense que le modèle, on n'a rien inventé, quoi, tu vois. Tu vois, Brewdog, c'est juste qu'on a fait des lieux qui sont un peu plus colorés, parce que notre marque est un peu plus colorée. Mais tu vois, on n'est pas, au contraire, on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Donc voilà, je pense à un bon concours de circonstances. Une part de chance, faut pas se le cacher. Beaucoup de boulot, évidemment. Franchement, quel plaisir ce projet. Les chiffres. Sur la partie financement, la partie émergée de l'iceberg, je pense que on sous-estime la partie financement dans un projet, alors que nous, elle est au cœur du projet. Elle est au cœur du projet, attention. On s'est solidement structuré. Alors, aujourd'hui, la boîte, elle est tellement bien gérée par rapport à il y a 3 ans, c'est évident, parce qu'à l'époque, on faisait tout avec Joe, donc forcément, on pouvait pas... Mais voilà, et donc on a commencé, si tu veux, avec Joe, on a mis tous les deux 40 000 euros dans le projet. On a eu des prêts d'honneur, on a été chercher, grosso modo, on avait 40 000 euros de prêts d'honneur par-ci, par-là, de la ville. On a eu 120 000 euros du coup d'apport, avec nos apports à nous. Joe a quand même vendu sa baraque pour mettre ses 40 000 euros. Donc on s'est mis comme il faut. C'est-à-dire que moi, en effet, j'ai pas vendu ma baraque, mais j'avais 25 ans. 40 000 euros, c'était quand même une belle montagne à mettre. Mais on s'est dit, il faut y aller. Et on a levé 800 000 euros de prêt avec 120 000 euros. Donc on a fait un énorme effet levier. Projet brasserie, 600 000 euros. Projet taproom, 300 000 euros. Donc en tout, tu vois, on avait un budget du projet de 900 000 euros. On a fait beaucoup de choses par nous-mêmes. On allait chercher 10 euros par 10 euros. Enfin, franchement, je t'assure que quand je vois aujourd'hui les efforts qu'on a fait pour arriver à ce qu'on a bâti à Saint-André, avec, entre guillemets, pas si peu, mais c'est assez lunaire. Et c'est une de nos fiertés avec Joe. Et à côté, les 2 autres sites qui sont arrivés, parce qu'on n'avait pas encore d'entrée d'argent, ou très peu, en fait, on a mis le bénéfice de la première année dans l'apport du premier site, qui nous coûtait 900 000 euros. On a mis 150 000 euros de bénéfices, qui a tout de suite effet levier. Et après, l'apport du 3e site, on a fait un prêt participatif sur Mimosa. Et la banque nous a dit, écoutez, si vous arrivez à recueillir 200 000 euros de dette, alors que c'est du bas de bilan, normalement, c'est pas un truc que tu vois comme un apport, mais eux nous ont dit, auprès de particuliers, ça veut dire que ça va marcher, et nous, on met le reste. Donc 600 ou 500 000 euros. Et en fait, ça nous a financé les 3 premières taprooms et la brasserie. Donc en fait, avec 40 000 euros chacun, voilà. Quasiment 1 an et demi après le lancement,
mi-2021. On a fait une obligation. On a été chercher une grosse dette de plus de 3 millions qui nous a financé une partie de la brasserie et des premiers recrutements de personnes structurantes, tu vois, typiquement directeur financier, un directeur des opérations. Enfin, en fait, on se rendait compte qu'on pouvait plus gérer la boîte de cette même façon. Et donc là, on a eu plusieurs fonds du Nord. On a eu Finorpa, qui est un petit fonds bien chouette, local. Nord Capital, qui est un fonds du Nord aussi, et la BPI. Et donc ça, c'était la première levée de fonds il y a 2 ans. Et après, on a fait une autre levée de fonds où on a ouvert le capital, il y a un peu plus d'1 an. Pour la première fois, on a mis autre que Joseph et moi, des gens au capital. Je dis ça parce qu'en fait, déjà à l'époque, ça faisait 1 an qu'on entendait des rumeurs comme quoi la boîte était détenue par AB InBev, ou était détenue par Heineken, ou par 3 brasseurs. Enfin, c'était drôle. On est tous les deux sur French Geek, on est tous les deux sur Boulalou, on est tous les deux sur... Et on voit les trucs, et parfois, ça nous fait bien marrer quand même. Et donc là, on a levé un peu plus de 3 millions avec une trentaine d'entrepreneurs qui ont mis à titre perso. T'as des mecs d'horizons différents, t'as Jean Mouex de la famille Pétrus, tu vois, du vin, enfin c'est drôle, t'as des mecs, t'as Sacha qui a fait Jimmy Ferly, t'as Vincent qui a fait Dashbox, tu vois, qui est une belle boîte de cantine délocalisée, t'as plein de gens d'horizons différents. Et ça faisait un peu plus de 3 millions, et là on vient de clôturer, alors je peux pas forcément tout, révéler, 2e levée au capital, qui fait un peu moins de 10 millions. Avec un fonds qui est un fonds international, entre guillemets, qui met 50% du montant, et avec ce qu'on appelle des family office, donc en fait des fonds qui gèrent des sous d'entrepreneurs. Donc ça, c'est tout récent. Tout ça pour revenir au modèle de Startup Nation. Oui, en effet, on a emprunté quelques méthodes très start-up, comme l'a fait bien avant nous un Brewdog. Et il n'est pas exclu d'ailleurs, on a toujours voulu mettre le client, le briqueur, entre guillemets, celui qui nous suit dans notre communauté, au centre de notre vie. Et je pense que dans les prochaines années, on ouvrira notre capital à nos clients. Enfin, en tout cas, c'est un souhait qu'on a, c'est clairement. Et on a envie de co-construire là-dessus. Ça nous a permis de passer un seuil, tous ces financements. Et aujourd'hui qu'on a à peu près ce seuil-là, on va grossir. On ne va plus faire 300% de croissance. On fera 100, et puis l'année d'après on fera 80, et puis l'année d'après. Et en fait, l'objectif, c'est de créer une boîte pérenne qui est solide financièrement et qui ne nécessite plus à terme de levée de fonds, qui permettent avec ce seuil-là de partir d'une base plus haute que ce qu'on aurait eu si on n'avait pas pu profiter. Là, on a assez pour s'auto-financer. Il n'est pas exclu qu'on ne fasse pas une levée dans 2-3 ans, tu vois. On a toujours cette envie-là d'aller peut-être un jour au UK, mettre des taprooms et aller en retail au UK, ou peut-être aller en Belgique, ou peut-être. Mais on a beaucoup de choses à faire en France. Et on est français, et on est ch'ti, et on a envie de montrer à Lyon comment on fait des Welsh, on a envie de montrer à Paris comment on fait de la triple, on a envie de montrer... Enfin, tu vois, il y a une grosse envie de créer un chouette truc en France de manière pérenne. Donc tout ça, ça fait beaucoup de chiffres, mais il y a la rumeur quand même. Tu as parlé de 3 brasseurs qui fait partie du groupe Agap. Le groupe Agap, c'est la famille Mullier. Il y a des Mullier chez Brickhouse ? Non, il n'y a pas de Mullier chez Brickhouse. Il n'y a pas l'AFM, tu vois. J'ai entendu l'association familiale des Mulliers chez nous. Non, il y a une trentaine d'entrepreneurs. Il y en a certains qui ont des liens parce qu'ils sont du Nord, donc qui ont des liens avec les Mulliers, parce qu'ils les connaissent ou qu'ils les côtoient, enfin voilà. Mais c'est la vie, tu vois. Donc la boîte appartient en grande majorité à Joseph et moi. Et en petite minorité, c'est d'abord ces 30 entrepreneurs. Dans ces 30 entrepreneurs, il y a peut-être 5 du Nord, tu vois. C'est beaucoup de gens qui sont parisiens ou qui sont un peu partout en France, ou à Londres, ou machin. Et ce fonds qui est rentré dernièrement, et voilà. Mais on est ultra majoritaire. On n'est pas là pour vendre. Ce que je veux dire derrière, c'est qu'on monte un projet, on a un souhait de faire quelque chose de pérenne, parce que moi, je me vois dans 30 ans à avoir avec Joe une brasserie qui fait 1 million d'hectos, Brickhouse un peu partout en Europe. Enfin, tu vois, il y a un souhait de faire quelque chose de grand. Si on avait voulu vendre, on l'aurait vendu avant, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pas un souhait du tout de vendre cette boîte. C'est au contraire un vrai souhait de créer quelque chose de pérenne sur plusieurs décennies. Et alors, je fais pas ça pour mes enfants, mais si jamais mes enfants, dans 30 ans, me disent papa, j'aimerais trop faire ce métier, je serais ravi je veux plutôt m'inscrire dans un truc vraiment pérenne. Tu as parlé plusieurs fois, tu as prononcé plusieurs fois le mot on a des super équipes. Oui, au début, vous étiez 2 dans le garage de Joseph. Aujourd'hui, Brickhouse, humainement, ça représente quoi ? Alors aujourd'hui, on est donc on ouvre Paris qui va tout d'un coup grossir ses effectifs de manière substantielle, mais en gros, on est entre 20 et 25 par taproom, sur 3 taprooms du Nord, donc 75. Derrière, tu rajoutes Bordeaux, qui est un gros site, où on a 35, donc je dirais 75, 110. À la brasserie, ils sont 25 à peu près, donc 140 à peu près. Et puis, on a une vingtaine de personnes sièges
qui bossent dans une société qui s'appelle Motherland, qui est on va dire ce qu'on appelle la holding, tu vois, et qui nous permettent de déployer. En gros, on va passer de 150 à 300 là en 8 mois, 9 mois avec les 3 ouvertures. À mon avis, on sera 500 avec 4 sites après. Et en fait, on a redéfini les postes il y a 24 mois. Joseph, il gère toute la partie environnementale et sociale dans l'idée de rendre la boîte beaucoup plus verte et beaucoup plus cool. Et moi, je gère la boîte en tant que DG, CEO, voilà. Et donc, je manage un codir qu'on appelle Brickhouse Airlines avec 6 pilotes, un directeur de production à la brasserie qui gère tout le site, un directeur commercial qui gère 6 commerciaux et un ADV, une directrice des opérations qui manage tout le business taproom, un directeur travaux. On a une super DRH qui gère toute la partie people dans la boîte et on est un super directeur financier et un super directeur market et communication. Donc ça, c'est notre codir. Et en fait, ils ont leurs objectifs, et leur roadmap, elle est claire. Enfin, pas toujours claire. Je veux dire, tout n'est pas parfait, mais il y a plein de petits couacs, mais c'est à moi aussi de les orienter là-dedans. Et Jo, en parallèle, évidemment, fait partie du codir, évidemment, est au centre de tout en tant que cofondateur. Et derrière, gère toute la partie, comment rendre la boîte plus verte, comment être Bicorp demain, comment être écotable, comment aller beaucoup plus loin sur ces leviers-là, sur lesquels on n'est pas mauvais, mais on n'est pas les meilleurs. Et on veut être les meilleurs. Joseph, Baptiste nous a mis une tête comme ça. Comme d'habitude. On va faire ensemble la visite de la brasserie. Alors, on va rappeler, peut-être, pour commencer, que l'histoire Brickhouse, le berceau de Brickhouse, c'est la première taproom à Saint-André-les-Lilles, dans la banlieue de Lille. C'est là que tout a commencé, sur une petite, entre guillemets, brasserie de 10 hectos. Et puis, très rapidement, on l'a compris, la mayonnaise a commencé à monter et il a fallu penser plus gros. On est ici à Fretin, au sud de Lille, où vous avez construit cette grande brasserie. Ça fait 1 an maintenant qu'elle est en activité. Et je te laisse nous faire le tour du propriétaire. Ouais, donc là, on est sur un bâtiment qui fait 3000 m² à peu près. C'est un ancien bâtiment plutôt complètement logistique d'ailleurs. Du coup, on a dû couper en deux, donc on a à peu près 1500 m² de logistique dont on a besoin aussi évidemment. Et on a 1500 m² de prod où on a dû refaire tous les travaux du coup qui pouvaient permettre d'accueillir une activité de production, à savoir tous les caniveaux, tous les réseaux, le sol en pente, etc. Et on y a placé du coup toute la brasserie, donc toutes les installations nécessaires à l'installation d'une brasserie de 40 hectos, donc à savoir toute la partie utilité qu'on a ici là sur la droite du coup avec tous les fluides en fait qui vont rentrer dans le process, le CO2, l'air comprimé, le glycol pour la régulation de température. On traite l'eau ici parce que du coup on a voulu finalement avoir une maîtrise totale de tous les paramètres et donc aussi de l'eau qui représente 98% du produit final. Et puis après le cœur du réacteur, la chaudière qui nous permet de générer de la vapeur, qui nous permet de chauffer les cuves et désinfecter les fûts. Donc ça c'est toute la partie on va dire utilité. Et après on rentre dans le schéma dans le process normal d'une brasserie, à savoir donc première salle qui est la malterie, là où tout commence finalement, et la gestion du coup de la céréale et du malt. Le malt, je vais pas expliquer ce que c'est, mais grosso modo c'est une céréale qui fait un petit peu le cœur de la recette, qui va apporter du coup le sucre nécessaire à la fermentation, qui va apporter ses arômes, qui va apporter également aussi du coup la couleur. Donc là on a donc dehors on a un gros silo qu'on n'a pas en bleu et rose parce qu'on aime bien ces couleurs là, qui est le malt Pilsen du coup, qui est le malt de base de nos recettes, qui fait entre 80 et 100% du mélange de grains. Une petite trémie ici qu'on a ici sur la gauche et qui nous permet finalement de mettre les malts spéciaux qui, vous l'avez compris, du coup représentent entre 0 et 20% de chaque recette. Cette première étape là, c'est une grosse avancée par rapport à Saint-André. Alors du coup Saint-André c'était la première brasserie très peu automatisée, toute manuelle. Les pompes, les vannes, le concassage. Donc voilà, pour faire un concassage, on avait calculé, il fallait qu'on déplace à peu près 4-5 tonnes par jour pour les brasseurs, ce qui devenait un petit peu compliqué, surtout qu'à la fin on a fini en 3-8, sur le temps le plus court possible, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on veut pour nos équipes. Et l'étape de concassage et la gestion du concassage et du malt, c'est vraiment une grosse avancée au niveau ergonomie pour nos équipes, où tout est automatisé en fait. Il y a des pesons, il y a le concassage automatisé, il y a du stockage de malt concassé, il y a un envoi automatisé sur la cuve d'empâtage par la suite. Donc voilà, en fait on manipule beaucoup moins de sacs et on porte beaucoup moins de charge sur une journée de brassage qui représente aujourd'hui surtout sur une 40 hectos. Inversement, c'est à peu près 1 tonne de grains, quoi. Donc en fait, si on devait tout manipuler encore une fois plusieurs fois, on dépasserait les 10 tonnes par jour.
Donc ça c'est pour la partie grain et malt. Et ensuite on va au cœur du réacteur, du coup la fameuse, ce qu'on appelle le bloc chaud, la salle à brasser, voilà, ça a plusieurs noms. L'idée c'est que c'est nos grosses marmites qui nous permettent du coup de faire la cuisson, de faire la cuisine finalement. Donc voilà, on est sur une 3 cuves, donc avec une cuve d'empâtage qui nous permet du coup de l'extraction des sucres selon des barèmes de température. Deuxième cuve, la cuve filtre, qui va nous permettre du coup de filtrer ce mou, ce jus sucré qui est un petit peu le travail du brasseur finalement, d'extraire ce jus dans les bonnes conditions avec le bon taux de sucre, avec le bon taux de sucre résiduel, complexe, simple, etc. Enfin toute la partie que vous connaissez. Et la dernière cuve qui est la cuve d'ébullition, qui nous permet aussi de faire le whirlpool. Donc voilà, l'ébullition ça nous sert à stériliser le mou, ça nous sert à aromatiser et amériser du coup grâce au houblon. Et aux épices qui ne craignent pas le chaud, comme les poivres, comme le miel, comme les fruits séchés. Sachant que sur les bières où on rajoute du fruit frais, on va dire, ça se passe pas ici, ça se passe plutôt à froid pendant la fermentation. Ensuite on passe par ce petit outil là qui est un échangeur à plaques, qui nous permet de descendre la bière de 100 degrés puisqu'on a fait bouillir pendant 1 heure, à l'optimum de fermentation. Sur les fermentations, on est plutôt autour de 20 degrés et sur les fermentations basses, on est plutôt entre 7 et 15 degrés. Donc là, on a tout un réseau de piping, de tuyaux qui nous permet d'aller jusqu'à la cave, donc toute la partie fermentation. Et entre deux, on va passer devant un outil qui est aussi une grosse amélioration par rapport à Saint-André parce que l'idée d'un brasseur, c'est de savoir si sa bière est plutôt bien faite, bonne, stable dans le temps. C'est ce labo sur lequel on a pas mal investi d'argent parce que du coup, on voulait absolument passer le cap en fait de cette analyse et de les faire nous-mêmes surtout. Donc on va pouvoir analyser pas mal de choses sur la bière, donc toute la partie physico-chimique, je veux dire classique que tous les brasseurs font sur le pH, le taux de sucre, etc. On va pouvoir aussi mesurer le taux d'alcool qui est en général fait par calcul, mais là on a le matériel qui nous permet de le faire. Et on a toute la partie microbio qui nous permet de vérifier qu'on n'a que nos levures dans la bière et qu'on n'est pas des petites levures sauvages qui vont créer des choses pas cool, des bactéries qui vont nous faire une fermentation lactique qui va transformer la bière en sour alors qu'on n'a pas envie. Donc l'idée c'est qu'on vérifie chaque lot de bière finalement qui sort. Et l'avantage c'est qu'on peut le faire du coup nous-mêmes et qu'on est du coup dans une sorte de rapidité qu'on n'a pas si on fait appel à prestataire. Juste à côté on a du coup la chambre froide où on va venir stocker du coup surtout les houblons qui préfèrent le frais que le chaud évidemment. Et quelques levures, notamment les levures liquides, puisqu'on travaille sur 2 sortes de levures, des levures sèches et des levures liquides, qui sont plutôt conservées au froid aussi. À côté de la chambre froide, on arrive au pied des fermenteurs. Alors il y a beaucoup de fermenteurs, il y a encore de la place, mais il y a beaucoup de fermenteurs et des fermenteurs de différentes tailles. Évidemment, vu qu'on a une première activité sur Saint-André avec une brasserie de 10 hectos, on avait des fermenteurs adaptés à cette taille-là. Et là aujourd'hui, quand on rachète des cuves, du coup, l'idée c'est que la cuverie et la partie fermentaire, ça devient le premier goulot d'étranglement dans une croissance. Donc évidemment, on a acheté des cuves plus grandes. Donc effectivement, aujourd'hui, on a 4 tailles de fermenteurs différentes. On a du 40 hectos et du 50 hectos qui étaient déjà à Saint-André. Donc 5 cuves et 3 cuves, donc ça fait 8. On a racheté 8 cuves du coup à l'ouverture de cette brasserie ici. Donc 4 cuves de 100 hectos et 4 cuves de 200 hectos. Et on vient juste de recevoir 2 nouvelles cuves de 200 hectos qui nous permettent de maintenir cette croissance et d'y aller petit à petit. Mais il y a encore une activité de brassage à Saint-André. Ouais, alors sur Saint-André, en fait, on a mis un stop parce qu'on avait eu beaucoup de boulot ici pour la mise en place. On a réouvert Saint-André d'ailleurs après quelques petits travaux sur la taproom en novembre. On en a profité pour réouvrir du coup la salle de brassage où on vient brasser devant les clients. Voilà, donc c'est un peu expérientiel en plus, donc c'est très cool et ça nous permet aussi de faire des bières un peu plus dingues, des petites collabs où il y a la fameuse collab qu'on connaît avec les autres brasseurs, mais on a aussi des collabs avec par exemple des restaurateurs. Et ce week-end, on a encore fait une super collab avec Michael Bror, du coup, qui est un restaurateur bien connu de la région lilloise. Et on a fait une bière un peu dingue où il nous a demandé de faire une bière à base de moule parce qu'il voulait faire une pizza à la moule. Et du coup, on a fait une bière à la moule avec les coquilles de moule et le jus de cuisson. Et on ne sait pas ce que ça va donner encore. On est hyper confiant parce que ça va être très cool. Ça a été fait par nos brasseurs et par Mickaël, donc du coup, ça va être très bien. Donc rendez-vous dans 3-4 semaines pour la goûter, ça va être cool. Et donc voilà, ce petit outil de Saint-André nous permet de faire ce genre de choses. Revenir sur un aspect peut-être plus de tests aussi. On fait des tests un peu moins risqués que sur 200 hectos, évidemment. Donc là-bas, en fait, on a 7 fermenteurs de 20 hectos qui nous permettent de faire des plus petits batchs. Après la fermentation, on arrive au conditionnement. Ouais, une fois que les bières sont prêtes, elles sont envoyées du coup sur cette zone qui est un peu centrale sur l'atelier. 3 machines. La première grosse avancée aussi par rapport à Saint-André, c'est l'enfuteuse. Sachant qu'on fait à peu près 80% de nos bières en fût.
grâce au taproom, grâce au CHR. Il nous fallait une belle machine sur la partie fût. Ce qui a été fait, du coup on a une machine qui a une belle cadence, on est à 80 fûts par heure à peu près. Et c'est surtout au niveau, encore une fois, ergonomie. On manipule le fût une fois à l'entrée et il sort propre et plein à la sortie. Donc voilà, on a 2 manipulations. Là où à Saint-André, on faisait du nettoyage de fût à la main, enfin avec une petite machine, mais voilà, il fallait tout manipuler avec des cadences qui n'étaient pas forcément les plus adaptées. Et après, on branchait les fûts directement sur le fermenteur. Voilà, donc beaucoup de manipulations sur un fût qui pèse finalement 30 kg à peu près, un peu moins quand il est plein. Donc forcément, au niveau ergonomie, on a fait une grosse avancée. Et ensuite, deuxième partie, donc la partie canette et bouteille. On a fait 2 lignes en une avec un poste d'étiquetage commun et une fin de ligne commune sur une machine, donc sur la partie bouteille qu'on avait déjà à Saint-André, qu'on a réussi en fait à financer juste avant le 2e confinement. Et ça nous a grandement sauvé la vie. Tout à l'heure, on a parlé de l'embouteillage à la main de 45 000 bouteilles. Si on ne l'avait pas eu sur le 2e confinement, on aurait eu les mêmes soucis finalement. Donc on a réglé pas mal de sujets là-dessus. Et le canning, on s'est acheté un peu de flexibilité sur la partie canette, sachant qu'on faisait venir des prestataires à Saint-André qui venaient avec leur petite machine mobile. Ils venaient une journée, ça immobilisait des fermenteurs, etc. Ça coûtait un peu d'argent aussi malgré tout. Là, l'idée, c'est qu'on a investi dans la machine et on est complètement autonome là-dessus, ce qui fait qu'on peut aujourd'hui faire 3 conditionnements différents ou 4 sur un seul fermenteur, ce qui était très compliqué à faire avant. Donc voilà, on s'est acheté un peu de flexibilité sur ces postes-là de conditionnement. L'idée, c'est qu'il faut jumeler en fait les 3, on va dire, grandes capacités de prod pour la croissance. Donc la capacité de brassage, la capacité de fermentation et la capacité de conditionnement qui doit évidemment suivre la cadence de la production qu'il y a avant. Quelle est la bière phare de la brasserie, celle que vous produisez dans les plus gros volumes? Il y en a eu 3 pendant un petit moment, 3 bières qui tiraient la bourre. Aujourd'hui, la bière phare en termes de volume, c'est la Bagarre. C'est une double IPA qui est la bière la plus forte finalement qu'on fait, qui se bataille avec la Yankee Trouble qui est un peu pour moi la bière phare de la brasserie. Et l'idée, c'était avec cette bière-là de faire venir des gens sur le houblon qui le connaissaient pas finalement et de démocratiser un petit peu le houblon qui est, faut le dire, un peu moins présent dans les bières que nous on connaît à la fois en France mais surtout dans le Nord et en Belgique, qui sont plutôt des bières qui tirent sur le malt et la sucrosité plus que sur le houblon. Et la 3e, c'est la New Queen in Town, qui est la toute première bière qu'on a faite, c'est la Pale Ale. En fait, encore une fois, à chaque fois, on a essayé de créer un pendant de bière aux bières qu'on commande dans un bar. Par exemple, la Bagarre, c'était un peu l'équivalent de la triple, la bière un peu forte. Et là, la New Queen in Town, c'est la petite blonde. C'est la petite blonde, mais malgré tout houblonnée, avec une grande buvabilité malgré tout, malgré le fait qu'il y ait du houblon. Voilà, c'est la petite bière pas forte, elle est à 4,5. C'est la bière peintable, comme on dit, et qu'on boit hyper facilement. On n'a pas parlé des matières premières. Oui. Si, on a parlé de l'eau. Oui, on a parlé de l'eau. Alors, un gros sujet, l'eau, quand même, malgré tout. Sur la partie malt, en fait, historiquement, on a travaillé avec Malterie du Château pour plein de raisons. Facilité d'accès, parce qu'on est dans le Nord et qu'ils sont pas très loin. Et on a continué avec eux parce qu'ils sont pas très loin et qu'ils ont des super malts spéciaux. Alors, ils sont à peu près à 40 km de la brasserie ici. Donc, c'est hyper important pour nous. On fait d'autres tests avec d'autres malteurs. Voilà, en ce moment, on est en train de regarder un petit peu pour essayer de diversifier un petit peu les appros aussi. Sur la partie houblon, vu l'angle par lequel on a approché nous notre gamme, on a beaucoup de houblons américains. Donc en fait, le fournisseur principal chez nous de houblon, c'est Yakima. Et sur la partie levure, alors là, du coup, on travaille un peu avec tout le monde sur la partie levure. L'idée était vraiment d'avoir la bonne levure pour le bon style. Donc on travaille aussi bien avec de la levure liquide de chez White Labs, avec de la sèche de chez Fermentis ou de la sèche de chez l'Allemand. Tout dépend vraiment de la bière qu'on fait, sachant qu'on a 2 bières éphémères par mois qui sortent. Donc en fait, on a fait, depuis l'ouverture, on a fait plus de 50 bières, sans compter les collabs et les bières qu'on fait un petit peu avec les autres. Donc voilà, donc en fait, on a utilisé beaucoup de levure depuis qu'on a ouvert, quoi. L'autre partie de la brasserie dans laquelle on arrive, là, c'est l'entrepôt, le stockage. Si certaines brasseries souffrent de place de stockage, ici, c'est pas trop le cas. Ah ouais, alors le stockage, c'est toujours un sujet en brasserie. Quand on arrive, en fait, on se dit que c'est cool, on a de la place, machin, etc. Sauf que vite, ça se remplit. Et vite, on n'a plus assez de place. Pour être tout à fait franc, je pense que ça va être le premier sujet qui nous fera bouger d'ici, au moins sur cette partie stockage. Parce que la partie prod, évidemment, plus compliqué de mettre du brassage quelque part, du conditionnement ailleurs. La partie logistique, c'est un peu plus simple. Et c'est potentiellement une des solutions qu'on aura pour éviter de bouger, quoi. Les 5 dernières minutes avec la dégustation.
Joseph, que nous as-tu préparé? Alors, on va déguster 3 bières de la gamme permanente et une collab qu'on a fait avec une brasserie néerlandaise qui s'appelle la brasserie Frontal. Donc nos bières, en fait, on a une gamme de permanente qu'on appelle la gamme Forever et une gamme d'expérimental, collab, etc. qui sont des bières plutôt donc éphémères. Tout à l'heure, on a parlé de la Yankee Trouble, donc en fait, on va la déguster de suite. Donc c'est une NEIPA qui titre à 6,5. C'est un peu la bière phare, c'est une de mes fiertés, clairement, la Yankee Trouble, parce qu'en fait, c'est une bière assez difficile à faire. Pas trop difficile à designer en termes de recettes, mais par contre difficile à réaliser parce que très sensible à l'oxydation, très sensible à pas mal de choses. Et celle-là, j'ai fait plus de 40 tests entre voilà, les ajustements de grains, les ajustements de houblon notamment aussi. Donc là, on est sur un combo quasiment classique sur les bières IPA, donc Citra, Mario, Mosaïque. Donc le style, comme je disais tout à l'heure, c'est un style qui nous plaisait bien en fait, à Baptiste et moi au démarrage, parce que c'est un style qui est doux. Quand on dit IPA, en général, on dit « Ah non, j'aime pas les IPA, c'est trop amer ». Et là, clairement, on vient sur un produit qui est beaucoup moins amer, en tout cas en amertume perçue, parce que du coup, on vient y rajouter pas mal de choses qui rendent la chose douce. À savoir, bon, déjà, l'amertume est moins forte. La BU est autour de quasiment à moins de 20 sur celle-là. On vient rajouter de l'avoine dans le mélange de grains, qui va rapporter un côté un petit peu velouté. Et on met une grosse dose de houblon, mais qu'on met surtout en dry hopping. Et du coup, on vient extraire beaucoup moins d'amertume. On a coutume de dire que le style NEIPA, c'est un peu un jus de fruits, c'est un peu un smoothie, un velouté. Donc là, en fait, on a une couleur qui est toujours claire, blonde, avec un aspect très trouble, d'où le nom aussi, Yankee Trouble, on n'a pas été trop loin. Et après, du coup, en nez, on a une explosion de fruits tropicaux qui est liée du coup à tous ces houblons. Et en bouche, on a un jus de fruits vraiment. Donc avec une légère sucrosité à la fin, mais vraiment très légère. Donc en fait, c'est doux, mais pas trop sucré. Et c'est plein d'amertume, c'est une explosion de fruits tropicaux. Deuxième dégustation. Mais donc là, on est sur la bagarre dont on parlait tout à l'heure, meilleure vente de la brasserie là en ce moment. Donc là, on est sur une double IPA. Double IPA, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une bière un peu plus forte qu'une IPA. Donc on est à 7,7 degrés. On est sur un style East Coast, donc on va garder en fait ce côté bière trouble, claire, avec une robe blonde, mais aussi un léger haze, du coup un léger trouble. Un peu moins opaque que la Yankee Trouble précédente. Et là, on va se retrouver donc là sur une bière donc plus forte, beaucoup plus charpentée, et évidemment toujours avec autant d'arômes que sa petite sœur, mais avec une amertume un peu plus prononcée. Je dis un peu parce que nous, on a décidé de rendre ces bières assez accessibles. Donc on se met à chaque fois dans les limites basses d'amertume du style. Donc là, on est autour de 40, ce qui n'est pas non plus un record absolu, mais qui crée du coup un équilibre qui rend ces bières buvables ou pintables ou drinkable, comme on dit. Et du coup, on arrive sur un produit qui va remplacer un petit peu la triple qu'on s'est dit qu'on ferait jamais avec Baptiste, même si on en a fait finalement. Mais au départ, on était plutôt ancré sur nos positions en se disant qu'on allait faire la bière qui remplace la triple avec cette bière-là. Finalement, il s'avère que c'est la meilleure vente, comme dans toutes les bières qui font des styles un peu plus traditionnels. La meilleure vente, c'est la triple. Bah, voilà, on n'y échappe pas, malgré nos envies. On est sur une bière donc claire, léger haze. On est sur un combo qui se ressemble en termes d'arôme que sur la Yankee. On va rajouter juste un Columbus pour ajouter un petit peu plus de complexité sur l'aromatique. Et pareil, on explose un petit peu au nez sur du fruit exotique, sur des fruits jaunes. Du coup, en bouche, on est sur une bière assez peu atténuée finalement. Donc c'est-à-dire qu'on a pas mal de sucre résiduel qui vient du coup atténuer un petit peu cette sensation d'amertume. Clairement, celle-là, il faut faire attention, parce qu'en fait, on n'a pas l'impression de boire une bière forte. Finalement, on est quand même à 7,7. Donc voilà, et après, voilà, on est sur, encore une fois, quelque chose de très fruité, très doux, qui se boit hyper facilement. Troisième dégustation, la Under Acid, une Berliner Weiss. Comme son nom l'indique, elle est effectivement acide. Cinquième bière, celle-là, du coup, de la gamme Forever. Alors oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la gamme Forever, j'ai oublié de le dire, c'est que c'est nos clients et nos consommateurs, en fait, qui élisent la bière qu'ils veulent. On met 2 bières au vote. Et en fait, ce sont nos clients qui votent. Donc celle-là, c'est la cinquième, du coup, qui est rentrée dans la gamme. Donc là, je parlais de la Yankee Trouble, c'était une fierté, parce que beaucoup de tests, machin. C'est la fierté, parce que finalement, il n'y en a eu qu'un qui était le bon. En fait, non, il y en avait 10, mais en fait, on est revenu sur le premier. C'est une Berliner Weiss, donc fruitée. Donc, encore une fois, l'équivalent de la bière rouge, parce qu'on s'attendait à avoir des gens qui viennent chercher la bière rouge au comptoir, au bar. Donc, on a fait une bière rouge, mais évidemment pas comme les bières rouges, les Ruby ou autres. On est sur une bière acide, donc pas sucrée.
On a un mélange de grains classique avec quasiment 50% de blé sur le style, et on a rajouté du coup un mélange de fruits. Donc au départ on a fait framboise, on a eu quelques soucis d'appro, etc. Donc on a remodifié un petit peu le mélange. Donc là on fait notre mélange nous-mêmes, groseille, cranberries et cassis, qu'on ajuste nous-mêmes parce qu'en fait le cassis on le voulait un peu présent mais pas trop parce qu'il y a un côté un peu terreux, et on voulait garder cette couleur rose. Donc voilà, on est sur une bière qui est un peu plus carbonatée que les autres, donc une mousse un peu plus présente, on a une belle couleur rosée. Et encore une fois, l'acidité, on la voulait pas trop forte non plus, pour faire venir les gens aussi sur des bières sour, sur des bières acides. Donc on a un pH qui est pas très très bas, on est à un peu plus de 3,5. On utilise une levure de l'allemand qui s'appelle Philly Sour, qui est utilisée aujourd'hui de façon assez simple. En fait, on fait une double fermentation, enfin une fermentation mixte. D'abord, du coup, une fermentation lactique qui va finir faire descendre ce pH, et après la fermentation classique qui va venir donc faire le CO2 et l'alcool. On a relevé du coup un petit peu cette acidité, cette fraîcheur par une petite pointe de citron vert qui va venir finir le travail, un peu comme on dit. Et en fait, du coup, ça rend cette bière qui est pas forte en alcool, donc à 4,5, acidulée et fraîche, du coup, parfaite pour une terrasse en été, parfaite pour vraiment se désaltérer. Et pour se remettre aussi parfois le palais après une bonne dégustation de bière houblonnée ou de bière un peu costaud, ça remet un petit peu le palais à zéro. Évidemment, on sent bien le mélange, le cocktail de fruits rouges. Et en bouche, on le retrouve aussi assez fortement avec la petite pointe de citron vert à la fin, qui relève un petit peu le tout en fait, et qui donne ce goût très frais. Allez. Donc là, on reste dans le style, on va dire acide au sens large. Par contre, là, on y a rajouté évidemment, comme on sait bien le faire, du houblon, et on l'a fait un peu plus forte. Donc on est à 7,5 en alcool. Et on a une acidité un peu plus prononcée que la précédente, mais on revient sur donc le style, c'est une sour double IPA, et du coup avec deux houblons qu'on n'avait jamais utilisés, du coup on était hyper ravis de les tester. Donc c'est du Nelson Sauvin et du Loral, où là en fait on va avoir un équilibre entre l'amertume, parce que du coup on a quand même rajouté un petit peu de houblon d'amertume, l'acidité du coup qui est rapportée par cette fermentation mixte, et après toutes les notes houblonnées qu'on a rajoutées en fait en dry hop. Donc là, on est encore donc sur une bière plutôt. Donc là, elle est plus rose, évidemment, elle est blonde. Elle est quand même pas mal trouble, parce que du coup, on a quand même pas mal de blé aussi, donc on a le trouble un peu d'une bière blanche. On a un nez qui est assez intéressant, en fait, entre le Nelson Sauvin, qui rappelle le Sauvignon dans le vin, en fait, ce côté un petit peu fruité aussi. Le Loral, qui est un houblon que moi, perso, j'ai découvert sur cette bière et qui est assez incroyable aussi. Et en bouche, on a un bel équilibre entre cette acidité, ce fruit rapporté par le houblon, et une amertume qui est présente aussi. Donc là, on a plusieurs saveurs en bouche. En fait, l'acidité et l'amertume sur un bel équilibre, et à la fois très fruité. Encore une fois, c'est la bière un petit peu traître, qui est à 7,5, ça se sent pas du tout, et c'est pas la copine, celle-là, c'est la traître. Joseph, en guise de conclusion, et si on s'attache uniquement aux produits bières, on a déjà bien parlé des taprooms tout à l'heure, mais revenons à la bière. Quels sont les projets pour Brickhouse, pour la brasserie ? Du coup, déjà, on va continuer notre rythme, pas infernal, mais assez soutenu de sortie de bières éphémères. On va se faire bien plaisir sur Saint-André, du coup, avec des bières un peu what the fuck. Et après, c'est un secret, il faut pas le dire, mais il y a un truc un peu boisé qui va arriver, des bières qu'on a fait... il y a pas mal de temps déjà, qui sont un peu en attente dans des choses qu'on appelle des tonneaux, des barriques. C'est quelque chose qui va arriver très 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 prochainement. Merci à Joseph Timmermans, Baptiste Dufossé et à toute l'équipe de Brickhouse pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee, le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.